La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des régimes alimentaires des lépidoptères. Les régimes alimentaires de la chenille et du papillon diffèrent. La chenille est plutôt végétarienne, tandis que le papillon est nectarivore. Commençons par aborder les régimes alimentaires des chenilles. S'alimenter est l'activité principale de la chenille. Le stade larvaire représente ainsi la principale phase nutritive de l'individu. La larve néonate, qui vient de naître, commence son alimentation en dévorant la majeure partie du chorion de son œuf. Le chorion, c'est l'enveloppe. Il s'agit d'un complément de protéines indispensable. Certaines chenilles consommeraient le chorion avant de rentrer en hibernation juste après. En tout cas, c'est un premier repas qui lui fournit de l'énergie pour partir à la recherche d'une alimentation végétale. Par la suite, elle s'alimente généralement de feuilles, de bourgeons, de fleurs ou de racines et parfois d'autres larves comme nous allons le voir. D'une manière générale, les chenilles sont phytophages, c'est-à-dire consommatrices de végétaux. La majorité d'entre elles est en réalité philophage, c'est-à-dire que les chenilles dans ce régime se nourrissent exclusivement de feuilles. Il existe plusieurs catégories de chenilles en fonction de la diversité des espèces de plantes dont elles se nourrissent. Elles sont monophages si elles ne consomment qu'une espèce végétale, comme des feuilles d'ortie par exemple, pour des espèces comme le paon du jour ou la petite tortue. Elles sont oligophages si elles consomment quelques espèces du même genre botanique, ou polyphages si les chenilles consomment des plantes de différentes familles botaniques, comme par exemple la chenille du cul doré. Il est important de préciser ici les notions de plantes hôtes et de plantes nourricières ou mellifères. La plante mellifère fournit un nectar de qualité et en quantité suffisante pour le papillon, tandis que la plante hôte est par définition la plante nourricière de la chenille. En général, la femelle papillon va pondre ses œufs sur la plante hôte, comme nous l'avons vu précédemment, de manière à offrir de la nourriture à la chenille dès l'éclosion de l'œuf. Certaines espèces de lépidoptères n'ont qu'une espèce de plante hôte et d'autres non. Par exemple, en Amérique du Nord, la larve de monarque ne se nourrit que de l'asclépiade. En France métropolitaine, la chenille du flambé ne se nourrit que d'aubépine et celle de la pierride du chou, nous le savons très bien si nous avons un jardin, uniquement de feuilles de chou. L'azurée de la croisette a pour plante hôte la gentiane croisette et la gentiane jaune. Le trèfle est la plante hôte de l'argus bleu et du souci, le plantain est celle de la mélitée. En métropole, l'ortie est la plante hôte la plus répandue pour les lépidoptères. En fait, il existe, faisons un petit peu de botanique, une trentaine d'espèces d'orties qui représentent un genre, Urtica, au sein de la famille des Urticacées. D'après la littérature, 11 espèces d'orties ont été recensées en Europe, dont 5 en France, avec notamment la grande ortie, Urtica dioica, et l'ortie brûlante, Urtica urens. 2 espèces communes, également reconnues comme plantes médicinales efficaces. L'ortie peut ainsi nourrir les chenilles de nombreuses espèces, comme le vulcain, la carte géographique, la belle dame, l'écaille chinée, le lambda, la noctuelle à museau, le paon du jour, la petite tortue, la pyrale de l'ortie, la pyrale du houblon, le robert le diable, sans oublier par exemple la polygonnière ou la potagère. Dans le régime végétarien des chenilles, il existe quelques particularités. Par exemple, les chenilles des césidés, des cossidés et des tinéidés s'alimentent de bois plus ou moins décomposés. Chez les psychidés, les chenilles peuvent se nourrir de plantes herbacées, mais aussi de mousse ou de lichen se trouvant sur les rochers ou sur les murs. Chez les chenilles s'observent d'autres régimes alimentaires, dont le régime carnivore. En effet, il faut savoir que des chenilles de quelques espèces de lépidoptères peuvent avoir un régime alimentaire carnivore.
Il faut savoir que certaines espèces de chenilles se nourrissent régulièrement de chenilles appartenant à d'autres espèces. C'est le cas par exemple des chenilles de la pyrale Tirataba parasitica qui se nourrissent de chenilles des piales. Les chenilles carnivores peuvent aussi s'alimenter d'autres insectes. Par exemple, les chenilles des 5 espèces européennes de papillons du genre Maculinea, comme par exemple Maculinea telejus, ont ce régime. En effet, après s'être fait adopter par les fourmis du genre Myrmica, ce sont des fourmis rouges, et transportées par celles-ci dans leur fourmilière, elles y dévorent le couvain des fourmis jusqu'à leur transformation en chrysalide, en échange de quoi les chenilles sécrètent un liquide sucré dont raffolent les fourmis adultes. Il s'agit d'une symbiose, un lien entre les papillons et les fourmis, un lien nommé myrmécophilie, par exemple entre l'argus du serpolet et la fourmi Myrmica sabuleti. La littérature fait également état de termitophilie. Dans ce cas, les chenilles portent des paires d'appendices qui attirent les termites. Les chenilles vivent alors de divers matériaux disponibles dans les termitières sous la protection des soldats. Quelques rares espèces de noctuelles, et en particulier celles du genre Talpochares, sont également carnivores. Les chenilles s'attaquent aux cochenilles nuisibles. Dans ce cas, le papillon ravageur devient presque utile et auxiliaire. D'autres chenilles s'alimentent aussi de cochenilles, comme la chenille par exemple de l'Ethylia coccidivora, qui dévore des œufs et des larves de cochenilles. La littérature rapporte que plusieurs pyrales, considérés comme phytophages, nécrophages ou détritifhages et connus comme ravageurs des cultures, peuvent vivre en prédateurs actifs, comme par exemple la pyrale des agrumes, dont la chenille peut s'alimenter d'aleurode, ou comme la pyrale des fruits secs, qui est aussi coccidiphage. Chez l'espèce Halotinus major, la chenille se nourrit de cicadelles. Et enfin, comme exemple, il faut savoir que chez les Psychidae, les chenilles peuvent aussi se nourrir de différents petits arthropodes. Le cannibalisme existe au sein des chenilles de Lépidoptère. Ce régime, tout comme le régime carnivore que nous venons de mentionner, reste totalement anecdotique chez les lépidoptères, mais il existe chez quelques espèces et se déroule comme dans les autres ordres d'insectes, tels que par exemple les coléoptères avec les coccinelles. Parmi les exemples recensés dans la littérature se démarque la chenille du macaon qui peut, dès l'éclosion, s'attaquer à un autre œuf pondu à proximité. Chez les hétérogénis, la femelle adulte ressemble à une chenille. Elle est aptère, glabre et presque sans pattes, et ne sort du cocon que pour s'accoupler avant d'y retourner pour pondre et mourir. Au moment de l'éclosion, les jeunes larves se nourrissent d'abord du corps de leur mère. Enfin, il faut savoir qu'il existe d'autres cas particuliers dans le régime alimentaire des chenilles. En effet, certaines chenilles vivent aux dépens de matières animales. Par exemple, dans le cas de la teigne des ruches, il faut savoir que les chenilles mangent la cire des rayons des abeilles, ce qui peut poser un problème notable en apiculture. La littérature fait mention d'autres exemples, comme par exemple la mythe des vêtements de laine, ou des espèces qui se développent dans les nids des oiseaux et des mammifères, où les chenilles s'alimentent de plumes et de poils. Il existe aussi des chenilles coprophages. En Amérique tropicale, les chenilles de la pyrale de Luno et de l'espèce Cryptoses cholepi ne se rencontrent que dans les excréments des paresseux à 3 doigts. Comme nous l'avons vu avec la présentation de la morphologie du papillon, avec sa trompe, également nommée proboscis, l'adulte lépidoptère ne peut aspirer que du liquide, sauf pour les espèces dépourvues de réelles pièces buccales et qui ne s'alimentent pas au stade adulte, comme par exemple les bombyx ou les sphinx, tels que le sphinx du tilleul. Ainsi, les papillons pourvus de trompes se nourrissent de nectar des fleurs, mais également de jus des fruits mûrs ou pourris, de la sève qui coule des arbres malades ou blessés, comme les chênes, d'urine, il faut le savoir, mais également aussi de liquide sur les excréments et parfois aussi du miellat des pucerons.
Ainsi par exemple, au cœur de l'automne, le vulcain apprécie le liquide qui suinte des pommes ou des grains de raisin. Comme tous les êtres vivants, les papillons ont aussi besoin d'eau. Ils la trouvent en partie dans les liquides ingérés, mais la plupart des papillons se désaltèrent aussi directement avec de l'eau. L'eau représente 70% du poids de l'adulte et 80% du poids de la chenille. En qualité de composé essentiel, l'eau participe à la grande majorité des réactions biochimiques comme chez tous les organismes vivants. Elle transporte les sels minéraux, les ions et les molécules, tout en étant associée à la structure d'une majorité de macromolécules. Nous le devinons aisément, avec leur morphologie et leur appareil buccal, les papillons ne consomment jamais de pollen car il est sec et dur. Cela dit, il existe au moins 2 exceptions dans la littérature. En effet, certaines espèces de papillons primitifs qui appartiennent à la famille des Micropteridés ont des pièces buccales qui permettent de malaxer le pollen. L'autre cas se rencontre chez les papillons du genre Heliconus de la famille des Nymphalidae, présents dans la zone intertropicale américaine. Il faut savoir qu'ils ont la capacité d'utiliser les acides aminés présents dans le pollen en complément de ceux présents dans le nectar pour leurs besoins nutritionnels. C'est le seul cas de comportement actif et fortement spécialisé de recherche de pollen qui a été démontré jusqu'à ce jour. En fait, au moment d'absorber le nectar avec sa trompe, le pollen se colle à la trompe du papillon et au fur et à mesure des visites successives, il se forme comme un amas tout au long de celle-ci. La digestion partielle du pollen se fait donc par l'apport de la salive dans cette zone des pièces buccales et le papillon l'absorbe ainsi sous la forme liquide. Les nutriments issus du pollen s'avèrent très importants pour la maturation des ovocytes chez les femelles chez cette espèce. Enfin, terminons notre numéro sur les régimes alimentaires des lépidoptères en évoquant le régime hématophage. En effet, et enfin, pour terminer sur le régime alimentaire des papillons, ceci peut paraître très surprenant, mais quelques rares espèces de lépidoptères, du genre Calyptra, ont un régime hématophage, c'est-à-dire qu'elles peuvent se nourrir de sang de vertébrés, dont de mammifères. Cependant, ces papillons ne sont pas soupçonnés de provoquer une quelconque menace pour les humains. Ces papillons ne peuvent nous piquer qu'en conditions expérimentales en laboratoire et d'une manière forcée. Ces quelques espèces rencontrées en Asie du Sud-Est sont par exemple Calyptra oestrigata, qui a une trompe de 7 mm de long, ou encore par exemple aussi Calyptra orthograpta. En Sibérie, en 2008, une population de papillons de nuit vampires de l'espèce Calyptra thalictri a été mise en évidence. Ces papillons surnommés noctuels vampires pourraient avoir évolué à partir d'une espèce frugivore largement répandue. En fait, on assisterait là à une trajectoire évolutive. La question reste du pourquoi. De nombreuses études et découvertes restent à mener dans ce domaine d'après les entomologistes. Quoi qu'il en soit, le régime hématophage reste complètement marginal chez les lépidoptères. La Minute Papillon, une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé.